l'occasion, si tu n'oublies pas, je veux bien que tu en parles à Jean Strat. C'est Jean-Claude qui me dit ça. Tu sais pas qui j'ai vu Eh bien, je suis un homme multiple, avec des côtés très sérieux, un côté éditeur, un côté éditeur documentaire même, et puis un côté écrivain polisson que j'assume complètement. Ben, je crois que c'est lié beaucoup à la personnalité de Jean-Claude Hache, qui s'occupait de la collection, qui a réussi à agréger autour de lui effectivement des individualités un peu dans les marges de ce qu'aurait pu être autrement une collection de ce genre-là, quoi. Je pense que c'est sa personnalité profonde qui a donné cette orientation. Effectivement, moi, quand je suis arrivé, je connaissais personne, hein. J'avais beaucoup lu, déjà pas mal écrit, mais j'étais le petit provincial qui est monté à Paris. C'était très formateur parce qu'il y avait des contraintes. Et en fait, moi, j'adore écrire avec des contraintes, quelles qu'elles soient. Et là, la contrainte, bon, c'était de mettre 30% de scènes de cul, quoi. Et puis, il y avait une autre contrainte qui n'était pas, comment dirais-je, qui n'était pas dite, mais qui était implicite, hein. C'était que les fins de chapitre devaient faire 6 lignes. Et donc, évidemment, l'idée, c'était de gagner le plus possible de pages en ayant le plus possible de chapitres. Donc, les chapitres sont courts, enfin, au moins en ce qui me concerne. Et comme on connaissait le calibrage à la page, bon, il était très facile de calculer comment arriver à 6 lignes en fin de chapitre, quoi. Et bon, même sans abuser des « oh, c'est toi », « qui ça », mais si c'est moi, etc., qu'on trouve des Zola et Balzac, hein, dans la littérature, comme eux, ils étaient payés à la ligne, nous, on était payés, on peut dire, à la page. Eh bien, cette contrainte-là était amusante aussi à trouver des chutes qui fonctionnent pour les fameuses 6 dernières lignes. À l'origine, c'est Jacques Abeille, un écrivain prestigieux, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et bien plus même, m'avait mis en relation avec Jean-Pierre Wixou, qu'il avait connu quand Jean-Pierre était à Bordeaux. Et il m'avait dit, il savait que je venais travailler sur Paris, il m'avait dit, bah, écoute, à l'occasion, prends contact avec lui. Et Jean-Pierre, dès notre premier rendez-vous, m'a parlé de la brigandine en me disant, tiens, il y a un truc rigolo là, un copain qui dirige une collection, bah, si ça t'amuse d'en faire un, prends contact avec lui. Et j'avais un manuscrit de montagne qui s'appelait La montagne à seins nus, qui est un clin d'œil pour un titre très, très connu de René de Maison, très connu des alpinistes, La montagne à mains nues. Et donc La montagne à seins nus racontait une espèce d'ascension complètement déjantée, où il y a des psychalpinistes. Enfin, c'était assez barré en fait comme roman. Et Jean-Claude m'a dit, bah, écoute, j'ai bien rigolé, mais je ne vois pas ça dans la collection, quoi. Mais en revanche, si tu veux en écrire un, pourquoi pas. Et puis il me trottait beaucoup dans la tête depuis pas mal de temps l'idée de faire un roman avec des personnages qui soient explicitement des alpinistes, que je ne connaissais pas personnellement, mais qui étaient à l'époque les stars de la grimpe, et de les mettre plutôt horizontalement que verticalement, quoi. Donc ça donnait lieu à ce Cimes et Châtiment. Je suis très content du titre aussi. Bon, je ne pense pas que ça fasse partie des 100 plus beaux romans du XXe siècle. Je me suis bien amusé à l'écrire. Apparemment, les lecteurs ont bien rigolé en disant que... Bon, je pense que surtout ce qui a bien plu, c'était le côté polissonnerie et montagne, parce que ça ne s'était jamais fait en fait. C'est une sorte d'acte fondateur de la pornographie alpine. Je ne veux pas m'allonger sur un divan parce que je ne crois pas à la psychanalyse, mais je crois beaucoup à la multiplication des individus dans une même personne, surtout quand ils ont des fonctions différentes. Alors Hurlebarbe est le fondateur d'un courant littéraire parfaitement novateur, qui est le n'importe quoisme. C'est-à-dire qu'on peut tout écrire.
et ne rien s'interdire. Le tout, c'est que ça puisse constituer une histoire. Ça démarre en mai 68. Et en fait, c'est effectivement une sorte de faux roman sadien, où je promène deux jeunes sœurs, dans le plus simple appareil généralement, qui rencontrent des personnages, certains abominables, d'autres plutôt sympathiques. Et notamment, elles sont amenées à fréquenter pendant les événements de mai 68 les théoriciens de l'internationale de Sisyphe, laquelle internationale est donc dirigée par Guy Thor, Gianfranco Spaghetti et Raoul Van Houten. Et donc elle découvre en même temps la lutte sociale et le plaisir débridé. Et bon, une suite d'aventures les amène à une île un peu mystérieuse, l'île de Tamoé, où les gens, c'est une espèce de paradis terrestre. Et cette île de Tamoé figure dans un roman de Sade peu connu, qui est Aline et Valcourt, où il y a toute une espèce d'utopie très intéressante, qui s'appelle Tamoé. Donc là aussi, c'était un clin d'œil très précis à Sade. Les protagonistes sont effectivement 7 et sont embauchés par un village de pêcheurs qui est la proie d'une bande d'affreux mutants quoi, qui les rançonnent. Et donc les 7, ça suit strictement le scénario des 7 mercenaires. Et donc, sauf que ce qui a de la valeur dans cette montagne post-atomique, ce sont les légumes. Donc les mercenaires se sont laissés embarquer dans l'aventure parce qu'on leur a fait miroiter qu'ils trouveraient peut-être des fraises ou des poireaux ou des légumes frais quoi, et des fruits. Donc ça, c'est mieux que tout l'or du monde. Et en fait, oui, c'est une espèce de roman assez malodorant et je pense que ça doit mettre assez mal à l'aise le lecteur parce que ce qui s'y passe, c'est plus tripaille qu'épousaille. Et ça reprend aussi une thématique qui était chère à Ballard, qu'il a développée dans IGH, qui est un roman sur les immeubles de grande hauteur, et où il y a une espèce de guerre urbaine qui se déclenche entre les différents étages, quoi. Donc, mais là, c'est épouvantable, quoi. C'est du gore à plein tube. Et ça a duré qu'une année pour moi, l'aventure brigandine. Ça a duré de 80-82, quoi, en gros. Et, mais la rue de Nesle, c'était quand même quelque chose, quoi. Entre l'antre de Verrier, la librairie des deux filles, là, comment elles s'appelaient, Françoise et Manon, qui s'appelait l'Autodafé, et puis René Baudouin, qui était juste à côté. Bon, bah ça, pour moi, j'y passais quasiment tous les jours, quoi.